Bonjour. L'âge est une préoccupation qui affecte tout le monde. Tout le monde. Mais la question n'est pas là, mais on peut commencer par là. Qu'y a-t-il d'important dans la vie? Qu'y a-t-il d'important dans la vie pour la plupart des gens, c'est bien sûr être le moins malheureux possible, ne pas souffrir, on pourrait dire tout simplement. C'est être bon. Qu'y a-t-il d'important dans la vie? C'est une question qui se pose. Il y a bien sûr des portes à passer. Ça, c'est évident. Et la principale porte qui a passé, et qui nous fait pas plaisir de passer, mais qu'on doit tous passer, c'est celle de la fin. Hein. C'est celle de la fin du parcours, c'est celle de la fin de la vie. C'est un point sur lequel il semble pas qu'il y ait beaucoup de différences parmi les humains. Hein. Parmi les humains, il ne semble pas qu'il y ait que nous soyons riches ou pauvres, que nous ayons... vous savez, il y a une YouTube, je ne sais pas qui met ces vidéos, mais je pourrais le regarder. La triste fin de... alors, c'est... parmi ces tristes fins, on a vu tous des personnages connus, qu'ils soient souvent des artistes d'ailleurs, et on voit la triste fin d'eux, la triste fin d'eux, la triste fin d'eux, la triste fin d'eux. Tout le monde semble y passer, hein. Tout le monde. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'égalité. Bien que je ne crois pas à l'égalité, mais il y a une sorte d'égalité qui affecte le plus grand nombre. Une des fins sur laquelle je m'étais penché, c'était celle de Monsieur François Mitterrand. Hein. C'est là, il y avait eu un livre sur sa fin de vie, enfin, quand il avait de président, son poste de président était fini, et qu'il il a été accompagné par quelqu'un l'accompagnait, et ce quelqu'un, François Mitterrand, se confier à ce quelqu'un. Hein, ce quelqu'un, il lui disait comment il avait vu la politique, comment il avait vu la fin, ça sous-entendait. Et dans la période où nous vivons maintenant, hein, c'est-à-dire l'après-allocution de Monsieur Emmanuel Macron, hein, d'ailleurs à qui j'ai écrit à Monsieur Emmanuel Macron. Je n'ai pas eu de réponse. Par contre, j'avais eu une réponse. Monsieur le Président a bien reçu votre lettre, hein, votre courrier, et ça m'a donné une sorte de... je n'avais plus beaucoup confiance dans la démocratie, et ayant reçu ce courrier qui n'avait rien d'encourageant, hein, tout simplement, sachez que Monsieur le Président
a bien reçu ou a bien lu votre courrier, quelque chose, je crois bien même que c'était a bien lu votre courrier. Ça m'avait fait plaisir. Le plaisir, il était que j'étais très, je pensais plus beaucoup que la démocratie existait, et ayant reçu ce simple message, mais un message humain, trop humain, eh bien, ça m'avait fait plaisir. Hein. J'ai écouté son allocution, celle sur la décision de les députés qui ont décidé de voter la censure au gouvernement. Ça, c'est. Alors, je pense que ça a affecté Monsieur le Président, hein, Monsieur Emmanuel Macron. Je crois que ça l'a affecté, et je le comprends parfaitement. Mais ce n'est pas spécifiquement de ça que je veux parler. Enfin, c'est de ça sans être directement de ça. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Je n'ai pas... quand il y avait précédemment, quand nous étions par exemple dans le passé, dans mon passé à moi, dans mon vécu, parce que j'ai quand même vécu sous Valéry Giscard d'Estaing, j'ai même voté à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. C'était une présidentielle à laquelle j'avais déjà 20 ans. Hein, et donc, j'avais participé, non, je me souviens, mon souvenir, je l'ai de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Emmanuel Macron. Hein. Toute cette période est ancrée dans mes souvenirs. Alors là, lorsque il y avait l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, j'étais très, très innocent, et je croyais encore aux politiciens et à cette comédie qu'est l'Assemblée nationale. Hein, et le rôle des députés. Mais là, maintenant, c'est-à-dire dans la période actuelle, hein, et plus précisément depuis depuis que les députés se sont opposés à soutenir le gouvernement, hein, c'est-à-dire récemment lorsqu'il y a eu la fameuse opposition, ils se sont opposés au gouvernement. Alors ça, c'est pas ça qui m'a affecté, c'est pas de ça que je veux parler. Je me demande tout simplement quel est le sens de tout ça, hein? Parce que si on le regarde plus profondément, hein, au fond des yeux, on pourrait dire, si on le regarde plus profondément, si on y réfléchit plus profondément, si on y pense plus profondément, hein, si la réflexion, on l'a plus en profondeur, ça rime à rien. Parce que quel que soit celui qui serait nommé Premier ministre, mais pas simplement quel que soit celui qui serait nommé Premier ministre, mais quel que soit celui qui deviendrait président, parce que c'est bien beau de vouloir faire partir M. Emmanuel Macron, hein, de le chasser en somme, hein, eh bien ça ne résoudrait rien, hein, parce que rien n'est décidé, rien n'est décidé à Paris, rien n'est décidé à Paris. C'était déjà le cas il y a fort longtemps, hein. Souvenez-vous de l'admirable ouvrage
gouvernement invisible et société secrète. Si vous lisez cet ouvrage, vous avez les yeux qui s'ouvrent. Ou alors, si vos yeux ne s'ouvrent pas, c'est que voilà, il faut lire cet ouvrage de Serge Hutin, Gouvernement invisible et société secrète, et plus particulièrement l'édition dont je vous présente, parce qu'il n'est pas sûr du tout qu'on retrouve tout dedans. Alors, dans cet ouvrage, si vous le lisez en profondeur, vous comprendrez qu'il n'y a rien à décider, que les peuples ne décident pas. Mais pas simplement que les peuples ne décident pas, que les souverains, que les rois, que les monarques ne décident pas. Alors là, actuellement, c'est ce qu'il y a de triste, ce qu'il y a d'effarant, c'est que parmi ces députés qui sont là, et c'est difficile de croire en eux. C'est difficile, quel qu'il soit, quel que soit le bord, que ce soit le bord dit d'extrême droite ou le bord qu'on ne dit pas d'extrême gauche, mais qui pour moi est aussi d'extrême gauche. Ces gens, ou bien ils mentent, ou bien ils ne sont pas éveillés. Et ils ne sont pas éveillés parce qu'il n'y a rien à décider là-dedans. Quel que soit le président élu, même si M. Emmanuel Macron était chassé, même s'il était chassé, eh bien, sa successrice ou bien son successeur continuerait la majorité des actions qui ont été accomplies jusqu'à maintenant. C'est tout ce qui se passerait. D'abord, il y a, avant qu'il y ait l'Europe, avant qu'il y ait l'entrée dans l'Europe, c'était déjà très difficile, mais alors très difficile pour un souverain ou pour un roi ou pour un monarque ou pour enfin un premier ministre de conduire librement une politique. C'était déjà très difficile parce que tout se passe dans, on va dire presque dans une autre dimension. Tout se passe pas là où on le croit, mais tout se passe. Lisez donc l'ouvrage de M. Serge Hutin, Gouvernement invisible et société secrète, et vous verrez, vous interpréterez autrement la politique, tout à fait autrement. Alors il est sûr que ça, que les politiciens, les politiciens, les députés, les sénateurs, je ne dis pas, mais les députés, les politiciens ne sont pas libres de mouvement. Ils ne sont pas libres de mouvement. Ils peuvent faire... alors, c'est justement pour ça qu'il ne servirait à rien de chasser monsieur Emmanuel Macron, parce que celui qui succéderait, ou celle qui succéderait, serait contraint de suivre les orientations imposées, soi-disant imposées par l'Europe, mais c'est pas sûr que ça soit imposé par l'Europe, c'est tout. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une liberté de choix? Sincèrement, je pense que non. Que non. Alors là, par exemple, dans la situation actuelle, c'est celle qui a été mise par les députés de gauche et par les députés dits d'extrême droite qui ont voté la censure au gouvernement, eh bien,
c'est juste un effet. C'est juste un effet. Parce que le nouveau gouvernement qui va succéder, puisque là, il y a eu la censure et que l'actuel, le Premier ministre va devoir se retirer et qu'on va en mettre l'autre de Premier ministre ou une autre Première ministre, bien, je ne crois pas que ça changera, que ça puisse changer quelque chose. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Alors, ces députés qui gagnent très bien qui va très bien leur vie, très bien leur vie, qui ont la fierté de rouler avec des véhicules avec une cocarde tricolore, c'est pas ça qui change quelque chose. C'est pas ça. C'est pas leur choix qui va changer. C'est pas leur choix d'avoir voté la censure qui va changer quelque chose. Non, non, parce que tout est tracé, tout est déjà tracé, et tout ce qui doit sortir, ne sort pas vraiment d'eux, mais ça sort de ce qui est tracé. Ce qui est tracé en dessous, ce qui est tracé, c'est-à-dire il se passe ce qui doit se passer, rien d'autre. Si vous comprenez déjà que aucun monarque, aucun souverain, aucun président, aucun premier ministre ne peut réellement faire quelque chose. Tout le monde suit un parcours qui semble tracé, et la vie semble tracée. Est-ce que nous-mêmes, dans notre propre vie, dans notre propre destin, dans notre propre conduite de vie, nous pouvons changer quelque chose? Est-ce que nous pouvons le changer? Ou est-ce que irrémédiablement, nous aboutirons là où l'on doit aboutir? Irrémédiablement, je pense plutôt qu'irrémédiablement, nous aboutirons là où l'on doit aboutir. Alors, j'avais commencé cette vidéo en parlant de la vieillesse. Et effectivement, c'est un sujet qui touche beaucoup, qui touche tout le monde, on pourrait dire. Dans ce tout le monde, j'exclus peut-être quelques rares initiés, enfin, c'est un mot difficile, initié, parce que on dirait qu'il est qu'au masculin, mais quand je dis quelques rares initiés, je pense autant, et peut-être même encore davantage aux femmes qu'aux hommes, eh bien, ils ont peut-être la possibilité de sortir du temps terrestre, sans quoi, regardez les acteurs que vous avez aimés. Vous avez par exemple aimé Monsieur Jean-Paul Belmondo, vous avez par exemple aimé Monsieur Lino Ventura, vous avez par exemple aimé Monsieur Alain Delon, et on pourrait en citer beaucoup. Eh bien, leur triste fin ne donne pas à penser que le statut social puisse amener quelque chose. Et il semblerait que le statut social n'amène pas grand-chose. Il amène certes un niveau de vie agréable, mais devant la crépitude du temps, devant ce qui attend tout le monde, ou au moins ce qui attend le plus grand nombre, il semblerait qu'il n'y a rien à faire. Qu'il n'y a rien à faire, absolument rien à faire, que nous sommes pour le plus grand nombre logés à la même enseigne. C'est ce qui semblerait. Mais si je parle de ça, c'est parce que même qu'il semblerait, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça. Je n'en suis pas sûr du tout. J'ai l'intime conviction, et ça je l'ai toujours eu, c'est pas là ces temps-ci, je l'ai toujours eu, que des élus
peuvent passer la porte autrement, hein, ou ne pourront peut-être même pas passer la porte parce qu'ils vont pas, ils marchent pas dans les mêmes conditions que le plus grand nombre marche, hein. C'est-à-dire le plus grand nombre, qu'il réussisse sa vie, comme l'avait réussi par exemple Monsieur Belmondo, Monsieur Delon, Monsieur Ventura, et Monsieur Bourvil, Monsieur Funès, ou des tas d'autres, hein. On pense à eux parce que ce sont des comédiens, bien voir les comédiens qui arrivent bien, eh bien, c'est pas plus facile de penser à eux. Mais on peut aussi penser à Monsieur François Mitterrand, hein, le dernier des Mitterrand, c'est ça le livre que je cherchais. Eh bien, sa fin de vie, sa fin de parcours ont été similaires. Alors, vu sous cet angle-là, on peut dire que l'égalité existe, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, et on finit tous dans le même drame, hein, parce que ce drame, c'est celui de la vieillesse. Alors, est-ce que la vieillesse touche tout le monde? Ça, c'est une autre question. Hein. C'est une question que je crois vraiment. Hein. Il y a un film qui donne une indication, hein, qui donne une très bonne indication. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Vous savez qu'à la fin, le pilote, celui qui conduit le vaisseau spatial, ou on peut l'appeler autrement, je ne sais pas, eh bien, il aboutit dans une sorte de chambre, hein, une chambre étrange, où il est allongé, et il vieillit, hein. Il vieillit, il est allongé, et il semblerait qu'il passe une porte, hein, et c'est justement une indication, ce film. Parce que dit ce message? Que dit ce message? Essayez de réfléchir un peu. Hein. Ce message vous dit qu'on n'est pas égal devant la mort, que certains élus, hein, on meurt tous et on a tous la même décrépitude du temps, hein, la même décrépitude. Le Christ, bon, on n'a pas vu sa décrépitude, on l'a vu qu'on l'a mis sur une croix, qu'il est mort sur la croix et qu'on l'a enterré. On n'a pas vu comment ça s'est passé. On imagine qu'il a été mis sur une croix, qu'il en est mort, et cloué sur une croix, qu'il est mort des conséquences qu'il a subies. Et puis ça devient flou. Hein. On dit on l'a enterré et quelques jours plus tard, je ne sais plus d'ailleurs le nombre de jours plus tard, peu de jours après, il est ressuscité. Et dans le film 2001 de l'Odyssée de l'espace, le personnage le vaisseau spatial l'amène au fin fond du cosmos, hein, il a une vitesse inimaginable, hein, puisqu'il a tué Karl, hein, puisque Karl voulait tuer ceux qui conduisaient le vaisseau. Alors c'est l'homme, c'est l'être humain qui a gagné le combat sur l'intelligence artificielle. Au fond, c'est ça ce film. Hein. Dans l'intelligence artificielle, elle était dans le robot, avec le robot Karl, et là, c'est l'être humain, j'allais dire c'est l'homme, mais ça ne me plaît pas de dire l'homme, parce que ça sous-entend, ça évince la femme, alors que quand on dit l'être humain, ça englobe les deux, hein, ça englobe la femme et l'homme. C'est comme ça que je vois la conception.
C'est pour ça que ma démarche initiatique, j'aime mieux la faire dans ces circonstances que des circonstances qui ne sont pas similaires. Hein, parce que je me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise, je l'ai expliqué plusieurs fois, parce que pour moi, la vie sur Terre, c'est mixte. Hein. Il y a les femmes et il y a les hommes. D'abord, la femme a la particularité de donner la naissance, de donner la fécondation. C'est d'ailleurs pour ça que dans la religion hébraïque, pour être reconnu hébreu, eh bien, il faut que ce soit la femme qui fait reconnaître l'hébreu, pas l'homme. Hein. Vous pouvez porter un nom très hébraïque, mais vous n'êtes pas hébraïque si vos parents ne le sont pas, et par contre, vous pouvez l'être si votre mère l'est. Hein. C'est une importance, pour moi, c'est une importance capitale. Donc, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, le vieillissement, il se passe. Et le personnage, le pilote, il est allongé sur un lit, hein, et le temps s'écoule, mais il redevient fœtus. Hein, il redevient fœtus. Et on le voit aller dans le cosmos. Hein. Eh bien, je pense que c'est ça, la vie initiatique lorsqu'elle est poussée à son terme. Hein. Lorsqu'elle doit être poussée à son terme, autrement dit, lorsqu'elle est poussée à son terme, c'est comme le Christ, ce qui compte, ça aboutit, je ne sais pas si c'est ce qui compte, mais ça aboutit inévitablement à la réincarnation. À la réincarnation, à la mort, suivie de la réincarnation. Et c'est l'histoire du Christ, c'est l'histoire de ceux qui ont un parcours initiatique, c'est l'histoire du film, enfin l'histoire de 2001 de l'Odyssée de l'espace. C'est ça l'histoire. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, je ne vais pas le dire deux fois, c'est que le principal, c'est la recherche, l'initiation ésotérique, c'est l'initiatique, c'est ça le principal. Hein. C'est ça le rôle de l'initiation. Le rôle de l'initiation, c'est faire comprendre de ce qu'il y a de majeur et de ce qu'il y a de rien du tout. De rien du tout. Rien du tout. Je ne sais pas si sinon on ne doit rien regretter. Ça je ne le sais pas. Personnellement, oui, je regrette. Je regrette certains parcours de ma vie. Je regrette certains parcours de ma vie. Je le regretterai toujours. La seule satisfaction que j'ai, c'est d'avoir eu le courage à un moment donné, à des moments donnés, parce il y en a plusieurs de parcours, d'avoir su y mettre un holà, un terme, un arrêt, hein, parce que ça aboutira à rien. Hein. Je crois personnellement, qu'il y a que tout est indiqué dans ce que nous montre Dame Nature. Ce qu'elle nous montre, Dame Nature. Dame Nature est un exemple pour moi, un exemple à suivre. Et parmi les exemples de Dame Nature, il y a certaines actions qui se font et certaines actions qui ne se font pas. Je ne vais pas dire lesquelles, parce que actuellement, on dirait que tout est fait pour, qui orchestre tout ça d'ailleurs, que tout est fait pour tout accepter, hein, mais je pense qu'on ne doit pas tout accepter. Hein. Je pense qu'on a pu commettre des erreurs, et que si on a commis des erreurs, on doit savoir les reconnaître.
On doit savoir ce qu'on a fait, et savoir reconnaître ses erreurs. Hein. C'est bien pour ça que dans l'initiation maçonnique, le miroir a une très grande importance, une très grande importance. Si le miroir a une grande importance, c'est parce que c'est pour regarder sa propre conscience. Hein, parce qu'on peut l'avoir, sa conscience, on sait tous si c'est bien, ceci c'est mal, ceci j'aurais pu le faire, ceci j'aurais pas pu le faire, mais de l'observer en profondeur, de savoir reconnaître ses torts. Hein, savoir reconnaître ses torts, c'est majeur de savoir reconnaître ses torts. Alors je ne sais pas si au fond notre vie terrestre a un sens, hein, s'il a un sens, ou si tout se passe sans sens, hein, sans raison. Hein, tout se déroule comme ça, sous nos yeux hagards, et apparemment sans aucun sens. Si c'est ça le parcours terrestre humain, hein, c'est triste. Les humains, c'est triste. Moi, j'ai toujours pensé, hein, toujours, qu'il y avait derrière l'apparent, hein, derrière les apparences, derrière nos vies. Hein. Nos vies, c'est le devant de la scène. C'est ça, nos vies. Comme lorsque vous allez au théâtre, vous voyez le devant de la scène et puis vous voyez des comédiennes et des comédiens gesticuler. Hein. Ça, c'est le devant de la scène. Derrière de la scène et derrière le devant, ou les devants, il y a des personnages, chacun dans leur tracasserie, dans leurs soucis, dans leur tristesse, dans leur malheur. Chacun le vit en fonction de ce qu'il pense au fond de lui, hein, de ce qu'il pense. Mais y a-t-il absolument aucune raison à tout ça? Absolument aucune raison à tout ça. J'ai tendance à penser que, je vous l'ai déjà dit, et ça je le dirai, je pense toujours, qu'avant toute chose, nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes qui nous sommes incarnées sur ce lieu que l'on appelle la Terre, qui est pour moi un grand théâtre. Hein. Le théâtre de la vie, ça ne fait aucun doute. Nous sommes des âmes qui nous sommes incarnées, et dans ces diverses incarnations, vous savez déjà, et ça rejoint l'initiation, la grande initiation, qu'il n'y a pas de hasard, hein, que tout ce qui se passe découle d'un passé qu'on ressent, qui est à côté de nous, mais qu'on ne connaît pas forcément. Mais tout découle d'un passé. D'ailleurs, si nous sommes là, vous et moi, à part ceux qui vont naître in vitro, si vous êtes là, ou si je suis là, ou si vous êtes là, ou si nous sommes là, c'est en fonction d'un passé. Et même les histoires sont là en fonction d'un passé ou du passé. Elles ne sont pas là par hasard, les histoires. Elles sont là en fonction d'un passé. Il y a l'avant et il y a le présent. Hein. Et dans le présent actuel, je pense que j'ai du mal à interpréter quel est le sens de toutes ces comédies. Quel est le sens? Mais je crois profondément qu'il y a des initiés parmi nous, hein, des initiés qui savent ce qui se cache derrière
derrière ces apparences, hein, parce que tout est apparence, hein, tout est apparence, tout est là en apparence, mais derrière, il y a un passé, hein, il y a certainement des raisons. Je pense aussi que dans le film 2001 de l'Odyssée de l'espace, ce qui est important, c'est de comprendre le passage de l'être qui meurt sur le lit, là, que l'on voit, qui est imaginaire, bien sûr, mais qui interprète très bien ce qui est la fin de vie, et que derrière, il y a les raisons de cette apparence, hein. Donc le personnage est sur un lit, allongé sur un lit, en train de décéder, en train de mourir, hein, en train de... et à ce moment-là, quand il meurt, quand c'est la fin, hein, il passe la porte. C'est-à-dire, il passe la porte qui lui permet la réincarnation, hein, puisqu'il quitte un monde, et il va recommencer un nouveau monde, il va à nouveau s'incarner. Hein, c'est ça le sens de ce film. Et ça rejoint que ça a été voulu ou ça n'a pas été voulu, mais ça rejoint la réincarnation du Christ. Hein. Lorsque le Christ a été tué, on ne peut pas dire qu'il est mort comme ça, il est mort parce qu'on l'a tué. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se réincarne et il retrouve, eh bien, je crois que c'est ce qui va arriver maintenant. Hein, c'est vraiment ce qui va arriver maintenant. Nous sommes à deux doigts. Mais au lieu que ça soit une réincarnation personnelle, on va dire, comme dans l'histoire de 2001 ou dans l'histoire du Christ, hein, ça va être une civilisation qui va mourir et une autre qui va renaître, hein, une autre qui va vivre la réincarnation, mais plus la réincarnation de naître, hein, mais la réincarnation de l'humanité. Hein. C'est l'humanité, une inhumanité qui est en train de mourir, et ça va être une nouvelle humanité qui est en train de ressusciter, et qui est en train de se réincarner plutôt que ressusciter, se réincarner. Voilà. Alors je vous ai donné des explications peut-être un peu d'apparence loufoque, hein, mais en fin de compte, vous pouvez me questionner dessus, je saurai y répondre. Merci.